Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire en commun entre Unibail Rodamco Westfield et Clear Channel, lors duquel nous allons vous apporter notre éclairage sur cette période inédite sous l'angle du retail et de ses adaptations à ce nouveau contexte, ce nouveau normal comme on lit parfois dans les médias. Je suis Jérôme Dumont, directeur de la stratégie des partenariats et des offres digitales chez Clear Channel France et je suis ravi, comme vous j'imagine, de voir que l'épidémie semble être en phase de reflux, malgré quelques clusters identifiés de ci de là sur le territoire. On est donc tous en train d'osciller dans nos business respectifs entre vigilance, bien sûr, mais aussi retour tant espéré à la vie normale. Et en même temps, on est un peu tous obsédés, il faut bien le dire, par la question du fameux monde d'après, qui fait les choux gras de la presse. Alors, sans tomber dans la prédiction bon marché, il apparaît évident que certaines tendances récentes vont être amplifiées, accélérées, et il est fort probable que cette crise qu'on est tous en train de vivre agisse comme un catalyseur, presque au sens chimique du terme, de l'ère du temps. Et chez Clear Channel, justement, cette ère du temps, nous y sommes très attentifs. C'est une grande tendance forte qui structure le territoire d'expression des marques. Et nous, notre métier, c'est d'offrir le meilleur terrain de jeu pour ces marques, le terrain de jeu le plus en adéquation possible avec ce qu'attendent les clients au travers de nos réseaux publicitaires, papier et digital. Ces réseaux publicitaires sont installés là où le cœur du commerce bat le plus fort, là où se joue le fameux moment de vérité pour les marques, devant et autour des enseignes commerciales, à la fois dans les centres-villes, bien sûr, mais aussi les centres commerciaux. Et c'est pour ça que nous sommes donc très fiers aujourd'hui de prendre la parole avec notre partenaire Unibail Rodamco Westfield, en la personne d'Olivia. Donc, bonjour à tous, Olivia Coville, directrice Commercial Partnership chez Unibail Rodamco Westfield. Je suis ravie d'être avec vous et profiter de ce moment pour répondre à cette question clé pour se réinventer. Que veut le consommateur? Alors, vaste question, et on n'en apportera sans doute pas toutes les réponses aujourd'hui, mais ce qu'on peut dire, comme disait Jérôme, c'est que le digital et la crise récente ont engendré, ont accéléré les tendances et ont engendré un appétit croissant de réalité, d'endroits tangibles où les individus se retrouvent pour le plaisir d'être ensemble. Alors, je crois que Unibail Rodamco Westfield sort de cette crise renforcée sur sa stratégie de créer des lieux de vie et de partage, où nos consommateurs vivent des expériences désirables et mémorables. Et la meilleure preuve de ce désir d'expérience humaine, ce sont quand même les terrasses parisiennes qui ont été prises d'assaut depuis quelques semaines, dont on a pu expérimenter. Alors, pour vous en dire un peu plus sur Unibail Rodamco Westfield et Commercial Partnerships, Unibail Rodamco Westfield, c'est le premier opérateur mondial de centres commerciaux. On accueille chaque année plus de 1,2 milliard de visiteurs. C'est 90 centres dans 12 pays et 2 continents, donc les US et l'Europe. Et notre rôle, donc au sein de Commercial Partnership, c'est d'accompagner les marques dans leur stratégie omnicanale. En effet, on a aujourd'hui la connaissance de notre audience qualifiée, donc c'est 300 millions de visiteurs annuels en France, et on a construit un écosystème marketing pour nos visiteurs dont on veut faire bénéficier les marques. Donc aujourd'hui, on est en mesure de proposer donc des solutions puissantes à 360 degrés pour les marques qui allient du retail, de l'expérientiel, du média offline ou online, jusqu'à des actions CRM ciblées. Donc aujourd'hui, on veut vraiment accompagner les marques à proposer les meilleures expériences aux visiteurs. Et c'est pour ça que c'est important pour nous d'être avec vous aujourd'hui pour essayer de décrypter ces tendances. Du coup, je vais être accompagnée côté URW par Gaëlle Roseron, qui est en charge des équipes commerciales pour la France et qui vous présentera plus tard un extrait d'une étude consommateur qu'on a fait qui s'appelle AwiShop, qu'on a fait avant le confinement, mais qui nous paraît aujourd'hui importante et dans l'air du temps. Merci Olivia, et quant à moi, je serai accompagné de Sylvie Dugard, directrice commerciale nationale DOH chez Clear Channel France. Notre présentation va durer une trentaine de minutes environ, à la suite desquelles on aura, je pense, une dizaine de minutes pour répondre à vos questions éventuelles. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, évidemment, je ne vous apprends rien, cette crise a eu et va avoir un impact majeur sur la consommation. Impact quantitatif d'abord, puisqu'on estime, vous avez peut-être vu ce chiffre-là, que les Français ont épargné comme jamais ces derniers mois. Le taux d'épargne du pays est habituellement de 14%, c'est déjà un des taux les plus élevés de l'OCDE, et il est monté jusqu'à 20% ces derniers mois. Donc il y a une vraie épargne forcée, un vrai phénomène d'épargne forcée, qui, on va le voir, va se traduire sans doute aussi par une forme de revenge spending, on le verra plus tard avec Olivia, mais un vrai impact quantitatif indéniable.
mais aussi et surtout un impact qualitatif. Ça, c'est très important. Je ne sais pas si vous avez réussi, vous, à trouver de la levure boulangère ces derniers jours en magasin, mais dernièrement, à titre personnel, moi, quand j'y suis parvenu, c'était il y a seulement 2 jours, et je me suis retrouvé un peu comme en 2007, quand j'ai eu mon premier iPhone dans la main, j'étais tout excité, quoi. Et blague à part, il y a eu une vraie déferlante sur tout ce qui est do-it-yourself, sur les aliments non périssables, tout ce qu'on appelait le circuit court, évidemment le bio, plus 26% de dépenses des produits bio sur la période de confinement. Et tout ça est très vrai, particulièrement chez les jeunes. On travaille avec chez Clear Channel, on travaille en étroite collaboration avec notre partenaire Jam, qui est le média spécialiste des 15-25 ans, qui sonde les insights de cette population-là, et qui nous confirme cette tendance de fond, avec près de 70% des jeunes qui disent d'avoir adopté une consommation encore plus engagée qu'avant lors du confinement. On est bien sur ce phénomène d'une tendance qui préexistait à la crise sanitaire et qui se renforce à la sortie de crise. Donc on a une première tendance d'une consommation plus qualitative qui se double d'une aspiration environnementale plus forte, redoublée, sur le slide d'après, avec l'explosion des produits de seconde main ou de choix conscients faits par les consommateurs de marques qui respectent l'environnement. Une vraie demande autour de marques qui doivent prendre à bras-le-corps cette thématique et pas seulement s'engager à reverser des fonds pour les associations environnementales, mais bien intégrer sur toute leur chaîne de valeur ces processus respectueux de l'environnement. Donc là encore, c'est particulièrement vrai chez les jeunes, on a encore ce chiffre qui nous est fourni par Jam, de 44% des jeunes qui savent spontanément, en top of mind, citer des marques engagées pour l'environnement, c'est-à-dire des marques qui sont soit dans le bio, soit dans le retraitement des déchets, et qui ont à nouveau mis ça à bras-le-corps dans leur processus productif. Et ils sont aussi sans pitié avec les marques qui seraient prises la main dans le sac à faire du greenwashing. Donc, on a d'un côté une consommation plus qualitative, une consommation plus conscientisée autour de vraiment ces thématiques de l'environnement. Et c'est vraiment ça, pour nous, les 2 marqueurs forts du moment du confinement. Bon, heureusement, il se trouve que depuis le 2 juin, on n'est plus en confinement. Le pays s'est réouvert progressivement. On a tous vécu ce retour progressif avec différentes allocutions qui nous disaient peu à peu ce qu'on avait le droit de faire, pas le droit de faire. Et ça semble en bonne voie, si on en croit l'allocution présidentielle d'hier soir, où apparemment, il y aurait une forme de retour progressif qui va pouvoir s'installer dans tout le pays et on pourrait vivre un été normal. Alors oui, mais la question est de savoir comment on va prendre ce retour. Et nous, ce qu'on voit déjà dans un premier temps, c'est que ce retour progressif va de pair avec une reprise de la consommation, notamment dans les centres commerciaux. On a établi avec notre partenaire Illigo un baromètre des mobilités, on l'a mis en place, et ce baromètre nous remonte que déjà près de 60% des Français ces derniers jours ont fréquenté un centre commercial pour y effectuer des achats. Donc on voit une forme d'engouement, un engouement retrouvé, et je crois, Olivia, que vous constatez ça dans vos centres tous les jours. Donc effectivement, on a plutôt des bons feedbacks de la reprise. Après, effectivement, la crise a quand même été longue et dure. Donc on est aujourd'hui vraiment content de pouvoir accueillir de nouveau au sein de nos centres commerciaux les visiteurs, les commerçants, les marques, les prestataires qui étaient impatients de pouvoir revenir. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu ouvrir aujourd'hui donc le Forum des Halles, petit dernier de nos 20 centres français. Donc tous nos centres sont réouverts depuis aujourd'hui. Et on a aussi nos 2 flagships londoniens qui réouvraient ce matin à 10h. Donc, on a vraiment les 90 centres qui sont maintenant réouverts que depuis ce matin. Donc, super nouvelle. Et on est aussi assez content, comme tu le disais, de la fréquentation. Donc, on a déjà près de 75% du trafic de l'année dernière qu'on a pu constater samedi dernier, donc samedi 13, dans tous les centres commerciaux. France, c'est donc une moyenne, avec des centres qui sont au-dessus de 90%. C'est le cas pour Parly 2, pour Rosny 2 ou des centres en province comme Toison d'Or. Donc vraiment des super résultats pour cette reprise. Mais c'est aussi une bonne nouvelle parce que, comme tu le disais, la consommation reprend. Et donc, on le voit dans le slide suivant. On a tous vu ces photos de files d'attente devant les McDo, Zara, Apple Store ou encore Hermès en Chine qui bat son record de chiffre d'affaires le premier jour. Et on a aussi beaucoup d'enseignes, donc de nos commerçants qui nous remontent des croissances à 2 ou 3 chiffres versus l'année dernière et des chiffres d'affaires sur le mois de mai qui sont au-delà du mois de mai 2019 alors qu'ils avaient 10 jours de fermeture. Donc vraiment un retour progressif, mais plutôt progressif rapide, on peut dire. Donc ça, on en est vraiment content. Alors aussi, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on est loin, on peut rester encore avant, mais on est loin de l'idée que les gens allaient continuer à faire uniquement de l'e-commerce depuis leur canapé. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Et comme le disait Jérôme, on peut dire qu'il y a peut-être du revenge spending,
Mais je ne pense pas qu'il y ait que de ça. Je pense que c'est aussi surtout que les marques ont envie, enfin les consommateurs ont envie de retrouver l'expérience en boutique. Et il y a certaines marques qui leur ont vraiment manqué. Donc c'était l'étude Brands & New de CSA qui hissait en tête la Fnac comme une des marques principales qui manquait à nos clients. C'est aussi récemment un échange que j'ai eu avec Nespresso, qui est pourtant une marque qui fait 70% de vente à distance, et ont vu ces visiteurs impatients de revenir vivre l'expérience Nespresso en boutique. Donc, je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer de bosser avec les marques pour proposer maintenant les meilleures expériences à nos clients. Et c'est d'ailleurs aussi des marques qui reprennent la parole sur nos sites. Donc, on a accueilli Microsoft Teams la semaine dernière sur le grand écran géant de la Défense. C'était une campagne qui était prévue avant le Covid et qui a été maintenue donc au sein de premiers quartiers d'affaires. Donc ça, c'est des signaux aussi positifs. On a aussi Peugeot qui s'est installé la semaine dernière à Polygone Riviera pour plusieurs mois avec un pop-up store, un espace expérientiel, du média in situ, donc pour proposer leur nouvelle voiture électrique. Donc, on a des bons signaux d'une reprise positive. Alors, on sait que tout n'est pas gagné, même si cette reprise est plutôt positive. Donc, notre objectif, c'est aussi de rester aux côtés des enseignes pour que ça soit durable, pour que les performances soient en rendez-vous. Et ça passe par la communication. Donc, c'est une communication qu'on va accompagner les visiteurs et nos commerçants avec, du coup, la sécurité de tous, une priorité. Donc effectivement, tout le monde nous attendait sur ces sujets-là et on était déjà en pointe en matière d'hygiène, santé, environnement, avec une stratégie Better Places. Mais là, on a mis en place une montée en gamme avec beaucoup de choses qui ont été mises en place dans les centres, la maîtrise des flux, le respect des gestes barrières. Donc, par exemple, on a mis en place des bornes de gel hydroalcoolique aux entrées principales du centre, donc mises à disposition de nos visiteurs. On a aussi donc recommandé le masque. Donc, tous les centres, le masque est recommandé, sauf 2 centres où il est obligatoire. Donc, ce sont les 4 temps et le Forum des Halles, qui sont déjà dans des hubs de transport. Donc, on imagine que les gens auront déjà des masques à disposition. Pour que les gens puissent acheter des masques, on a mis en place aussi des vending machines de masques aux entrées. On gère le sens de circulation avec des agents de sécurité qui garantissent la sécurité, du nettoyage fréquent, et on a travaillé par exemple sur des sujets comme la qualité de l'air ou la qualité de l'eau. Donc ça a été aussi quelque chose d'important pour nous, c'est le label qu'on a lancé avec le bureau Veritas pour pouvoir certifier tout ce qu'on a mis en place. Donc c'est une stratégie qui n'est pas seulement pour le Covid, mais qui va être une stratégie long terme, de pouvoir être des Safe and Healthy Places, qui est le nom du label qu'on a mis en place. Et on a pu déjà certifier 6 centres Westfield en France la semaine dernière. Donc, on espère que toutes ces mesures ont rassuré nos consommateurs. C'est ce qu'on voit, ils reviennent massivement dans les centres et qu'on va rester du coup un des endroits les plus safe pour faire du shopping, en France et en Europe. Et il y a une deuxième communication qui est importante pour nous, c'est de supporter nos enseignes. Donc, c'est Back Together. Donc, il y aura une campagne à partir de juillet très tactique et ciblée, puis une campagne massive avec du DOH, de l'OH, presse, radio ou digital à partir de septembre, où là, on veut vraiment mettre le paquet sur les enseignes, notre offre. Donc, là, je vous ai mis Back to School ou Back Together. Mais il y aura des visuels back to cinéma, back to restaurant pour vraiment mettre en valeur les clusters de marques. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la communication auprès de nos visiteurs a été un point important pour nous et de pouvoir vraiment bosser main dans la main avec les marques et nos partenaires pour que la reprise se fasse de la meilleure façon possible. Olivia, tu parlais de campagne. C'est vrai que nous aussi, côté Clear Channel, en tant qu'afficheur, on est dépositaire de l'espace urbain, donc ça nous tenait à cœur aussi de réaccueillir les gens une fois qu'ils ont eu le droit de revenir dans la rue de façon un peu plus détendue que simplement pour faire leurs courses de façon stressée. On a souhaité les accueillir à la fois dans la rue et dans les centres commerciaux en déployant cette campagne que vous avez sans doute tous croisée. Les beaux jours n'ont jamais été aussi beaux, cette affiche ou cet écran, on n'a rien à vendre, on est juste très heureux de vous revoir. Déployer cette campagne, ça nous a aussi permis de nous frotter à cette nouvelle façon de prendre la parole, dont on va vous parler ensuite, entre authenticité, complicité, esprit positif.
Et c'est sur ces bases-là, sur ces valeurs-là, d'authenticité, de complicité et de positif, qu'on a souhaité qu'il va falloir reconstruire le marché de la communication qui a été gravement touché par la crise, comme on va le voir sur le slide d'après. Je profite, on parle de communication et de campagne, je profite pour rappeler que ce webinaire, il est interactif. N'hésitez pas à poser vos questions sur la plateforme et on pourra essayer d'y répondre en fin d'intervention. Donc comme je disais, le marché de la communication, c'est un secret pour personne, a été durement touché par cette crise. On vous a mis sur cette diapositive-là les différents pourcentages de baisse de chacun des marchés. Sans surprise aussi, l'affichage extérieur a été particulièrement touché, puisque forcément, les gens étaient moins dans la rue, moins en mobilité. Le fait est que ça va repartir. Le slide d'après nous montre qu'il est extrêmement important pour une marque de reprendre la parole une fois qu'on s'est tous mis dans la coquille et qu'on a attendu que la crise passe. Une fois que la crise est passée, il est hyper important de recommuniquer. On a ce chiffre de Kantar déjà bien connu qui rappelle que quasiment 40% de baisse de notoriété pour des marques qui ne communiquent pas pendant plus de 6 mois. On a vu aussi de façon un peu plus lointaine que dans la crise de 2008-2009, les marques qui ont le plus communiqué en sortie de crise ont été celles qui ont eu les meilleurs retours sur investissement de communication, d'une part au travers des market share, des parts de marché, mais aussi en termes de return on capital equity. Ça, c'est hyper intéressant. C'est pas que pour le chiffre d'affaires à court terme, c'est aussi sur la valeur de marque et la valeur de l'entreprise en tant que telle, sur sa capitalisation. Donc, c'est vraiment hyper important que les marques reprennent la parole. C'est vraiment clé, sous peine de perdre en notoriété et en puissance. Pour autant, reprendre la parole, ça ne veut pas dire le faire n'importe comment, voire même le faire comme avant. Il va s'agir de le faire de façon responsable, authentique. Et c'est vrai que du coup, chez Clear Channel, on a été hyper attentifs sur la façon dont les marques ont communiqué, dont elles ont agi lors de cette période inédite. Et on a répertorié quelques exemples que j'imagine vous avez déjà en tête, mais qu'il est bon de rappeler, parce que ça va vraiment être des exemples de la communication de demain, au sens où on peut plus se permettre d'avoir d'un côté le marketing, de l'autre côté la RSE, et encore d'un autre côté le produit. Cette espèce de triangle va devoir vraiment devenir une seule ligne qui va travailler de front les trois en même temps, où il y aura une fusion entre la RSE et le marketing. La RSE ne va plus servir qu'à s'excuser qu'une boîte fasse du marketing, il va vraiment falloir faire tout en même temps. Et on a vraiment des exemples assez forts avec Decathlon, bien évidemment, qui n'a pas hésité à retirer ses masques de plongée lorsqu'ils se sont rendus compte que le personnel hospitalier pouvait les utiliser pour se protéger du Covid. On a eu des assureurs comme la Maif, mais d'autres aussi, qui ont décidé de reverser une partie des économies, puisque forcément, moins de gens dans la rue, moins de mobilité égale moins de risques, égale moins de coûts pour les assureurs. Du coup, forcément, il y avait plus d'économies. Ils ont décidé de les reverser aux sociétaires. On a bien sûr Accor qui a ouvert ses hôtels aux soignants, aux SDF, on en a beaucoup parlé, LVMH, Métro, qui ont tous mis finalement leur chaîne productive au service de la société lorsqu'une crise comme ça nous est tombée sur la tête. On a des exemples un peu plus subtils encore, qui sont comme par exemple Orange, qui, au-delà de son métier naturel, qui est de mettre en relation les gens au travers de la communication, one-to-one, a fait le choix, lors de sa campagne On reste ensemble, d'acheter de l'espace média, notamment sur des grandes chaînes de télé, et ensuite de reverser cet espace média à ses clients en disant on ouvre une plateforme sur Internet, vous pouvez envoyer vos messages, les messages que vous souhaitez partager avec vos proches, et ces messages-là seront diffusés à 20h50 sur les grands programmes d'écoute. Et ce type d'initiative, à la fois des marques qui mettent leurs services et leurs chaînes productives au profit du bien commun, et des marques qui n'hésitent pas à dépenser en médias pour finalement donner la parole à d'autres qu'eux-mêmes, on pense que c'est des vrais exemples, c'est des nouveaux marqueurs qui vont justement fonder ce qui pourrait être la communication de demain, ou en tout cas une nouvelle vraie forme de communication pour demain, au travers des marques, et notamment de l'affichage extérieur, qui est particulièrement puissant pour faire passer ce genre de message. Alors du coup, nous aussi, les centres commerciaux, on a maintenant comme stratégie d'être plus ancrés avec nos communautés locales. Donc il y a eu des fortes attentes, je pense des visiteurs de nos centres dans cette démarche que tu décrivais, Jérôme, et on doit s'engager en faveur des communautés où nous sommes implantés et de s'appuyer sur les associations et le tissu local. Donc il y a eu pas mal d'exemples qui ont été faits par les centres, je vais vous en donner deux, mais un engagement aux côtés de l'État et des associations locales pour soutenir les femmes victimes de violences, puisqu'il y a eu des recrudescences de violences envers les femmes pendant le Covid. Donc l'idée, c'était de mettre à disposition des espaces non occupés de nos centres pour ces associations locales et pour accueillir ces femmes victimes de violences. Un autre exemple mis en place par les centres, c'était des cagnottes solidaires. Donc il y en a eu une par centre, avec une communication sur les réseaux sociaux. Donc c'est le Kindness Together. Une cagnotte de crowdfunding où chaque euro versé par un de nos visiteurs
la somme est doublée par le centre. Donc ça a été un abondement de 130 000 € par exemple. Mais du coup, je pense que ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est aussi des engagements locaux pour des communautés locales qui font du sens par rapport à un territoire. Et c'est vraiment là-dedans qu'on veut que nos centres avancent. Du coup, ces actions de solidarité, elles sont aussi en ligne avec la raison d'être du groupe qui était avant le Covid, mais je pense que commence à aussi résonner dans nos têtes, qui est Reinvent Being Together. Et je pense que du coup, notre équipe Commercial Partnership, ou même les gens qui ont des relations avec des retailers, c'est vraiment de continuer cet engagement avec les marques, en partenariat avec les marques, pour pouvoir être encore plus fort dans les zones de chalandise et répondre aux attentes de nos consommateurs. Alors, ce qui est particulièrement intéressant par rapport aux cas qui viennent de vous être présentés par Olivia et par Jérôme, c'est qu'en fait, ces cas sont un échantillon, certes, mais qui illustre bien cette volonté, voire même cette nécessité, finalement, qu'ont les marques aujourd'hui de communiquer différemment. On en a parlé juste avant, on parle d'engagement, on parle de solidarité, on parle d'authenticité. C'est vrai au travers des exemples qui vous ont été présentés, mais c'est vrai d'une façon générale, on le sait tous, on l'a tous lu récemment. C'est pourquoi, pour les accompagner, chez Clear Channel et avec URW, on a décidé de concevoir différentes offres de reprise dès le mois de mai, qui étaient justement basées sur ces enjeux de contenu et de solidarité. Premièrement, sur l'axe du contenu, une offre qu'on a appelée BD Front, qui consiste à permettre aux annonceurs d'utiliser notre média, mais différemment, avec une base de contenu éditorial grâce à notre partenaire Brut. J'y reviendrai d'ailleurs dans quelques instants pour vous apporter quelques précisions à ce sujet. Un deuxième axe aussi qui a émergé, qui est très fort, c'est toute cette notion de générosité et de solidarité, d'où des idées percutantes qui étaient notamment une offre Be Generous, dont l'idée était de donner la possibilité aux marques qu'ils souhaitent d'offrir de la visibilité à l'association de leur choix, association bien évidemment en lien avec le Covid. On a tous vu des marques comme ça travailler directement avec des associations, et là l'idée c'est de pouvoir leur offrir de l'espace, qu'il soit OOH ou DOH, print ou digital, à hauteur de 20% du montant net de la campagne. Et puis un troisième axe sur une offre qu'on a appelée Be Caring, qui là va permettre aux marques une présence visuelle directement auprès de leurs consommateurs, présente sur les bornes de gel hydroalcoolique qui sont situées aux principales entrées des centres URW. Quand je vous parlais de contenu juste avant, bien entendu, même si cette offre BD Front, elle s'inscrit dans cette conjoncture et dans cette nécessité dont on parle depuis tout à l'heure, à savoir que cette offre-là, elle s'inscrit dans le cadre d'un label, si je puis dire, Hyper Stories, qui a été maintenant lancé par Clear Channel en 2018, et dont l'une des briques repose justement sur ce partenariat exclusif avec Brut. Alors Brut, je pense que vous êtes nombreux à savoir de quoi il s'agit. Juste pour vous donner quand même quelques petits chiffres en rappel, Brut, déjà, c'est le média social par excellence. Vous connaissez, ou pour ceux qui ont des ados, c'est le média social d'information incontournable. Pour vous donner un chiffre qui donne un peu le vertige, rien que sur mars 2020, c'était près de 400 millions de vidéos vues. Ça donne un petit peu une idée de l'impact de ce média. Et donc, ce partenariat qu'on a maintenant signé depuis plus de 2 ans va permettre aux annonceurs en fait, de prendre la parole, bien souvent en amplification du social, sur nos écrans DOH, avec un format long, généralement 30 secondes, qui va pouvoir permettre aux marques de mettre en avant leurs valeurs, leur raison d'être, leur territoire, l'histoire de la marque, et surtout avec ce ton éditorial qui fait la force et l'authenticité de ce format. D'ailleurs, en plus, on en parlait tout à l'heure, ces formats longs sont d'ailleurs plus que jamais pertinents dans ce contexte post-Covid. On sait que la valeur d'attention est très forte, exacerbée par l'attente des consommateurs, par les files d'attente, on voyait quelques photos tout à l'heure, mais également par cette pertinence, elle s'explique aussi par les emplacements de nos écrans, qui sont tous situés dans des zones de mobilité lente, voire idéalement dans des zones d'attente. D'où la conviction qu'on a que ce format est vraiment un format totalement légitime et complètement approprié pour les marques. Donc Brut, c'est déjà un catalogue de vidéos sur des thèmes qui peuvent être liés à la nature, à l'environnement, vidéos qui ont d'abord été exposées dans les malls URW, mais ce sont également des contenus éditoriaux sur mesure qui ont pu être réalisés d'ailleurs initialement pour nos collectivités, qui elles-mêmes utilisaient ce format assez inédit et différent dans le ton pour communiquer à l'attention de leurs citoyens, notamment sur tous les écrans installés dans une quinzaine de cœurs de ville piétons. Et enfin, Brut sur mesure, ça s'adresse bien entendu aux annonceurs pour leur permettre d'utiliser le DOH en prolongement ou en alternative de leur prise de parole sur le social.
Tout type de secteur d'activité sont bien évidemment éligibles, du retail au FMCG en passant par les services, l'entertainment, l'automobile, etc. Donc tous les secteurs, toutes les marques peuvent avoir quelque chose de différent à raconter. Et cet exemple qu'on aime bien montrer en guise d'illustration est celui de la SNCF. Pourquoi? Parce que la SNCF, en fait, habituellement, ils vont surtout utiliser notre média pour communiquer sur TGV Inouï, sur des destinations, sur des promotions. Là, l'idée, elle était complètement différente. C'était de montrer en quelque sorte l'envers du décor. Et ce qu'ils ont demandé à Brut, c'est la production d'une série de reportages sur les agents, sur leur métier, pour parler de leur entreprise autrement que par rapport à ces produits purement commerciaux, en mettant en avant ce qu'on a appelé un petit peu les hommes et les femmes de l'ombre qui sont présents aux côtés des clients dans toutes les situations, qu'elles soient normales ou perturbées. Mais Brut s'inscrit dans un écosystème plus large et je laisse Jérôme prendre la suite. Oui, rapidement, tout simplement, on a parlé beaucoup de Brut parce que c'est les meilleurs dans leur domaine, sur les sujets sociétaux notamment, mais cette approche-là, Hyper Stories, elle est écosystémique, elle est ouverte, et évidemment, on intègre de plus en plus de partenaires autour de nous, notamment Beaux-Arts, Jam, j'en ai déjà parlé, donc Beaux-Arts sur la partie plus expertise autour de l'esthétique, de l'art et du patrimoine. Lina aussi, avec qui on est hyper fiers de travailler sur tous les sujets patrimoniaux des marques, notamment, où il y a plein d'histoires à raconter sur les anniversaires de marques et ce genre de prise de parole. Et puis cette approche écosystémique, on est fiers aussi de voir que notre partenaire Unibail la prend aussi pour lui et développe de son côté un réseau de partenaires que je crois, Olivia, tu vas nous présenter rapidement. Oui, je pense que s'appuyer sur des partenaires, c'est essentiel. Et nous, les centres commerciaux, on n'est rien sans l'offre du centre commercial, je dirais. Donc, on a aussi un partenariat avec Brut depuis plus d'1 an. Donc, je pense qu'il nous permet aussi d'essayer de réinventer nos contenus, et notamment pour les millennials. Mais on a aussi des partenaires qui nous aident à renouveler l'offre dans nos centres de manière plus responsable pour répondre aussi à cette demande des consommateurs. Donc, c'est un partenariat, par exemple, avec la Croix-Rouge. On a mis en place des boutiques inversées permettant de donner une deuxième vie aux vêtements que les gens ne veulent plus. Mais c'était aussi le succès avec Too Good To Go pour sauver des repas invendus. Donc ça, ce qui a été fort, c'est qu'on a fédéré donc 120 points de vente qui ont permis du coup de générer des milliers de repas en 2019. Mais c'est aussi des partenaires business. Là, c'est pour répondre plus à des besoins marchés. Donc, c'est le cas avec Retency, avec qui on travaille sur la data et la performance des opérations événementielles dans nos centres. Car effectivement, vous, les marques et les agences, avez de plus en plus d'attentes sur ces sujets-là. Et on sait que ces attentes aussi sur la data, comment qualifier nos audiences, il y a aussi des attentes liées aux consommateurs. Donc, ça fait une bonne transition pour qu'on vous présente l'étude How We Shop et que Gaëlle vous donne un peu plus de détails, parce qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on veut pouvoir proposer des offres de plus en plus personnalisées à nos clients et qu'il faut qu'on puisse travailler donc, dans ce sens avec les meilleurs partenaires pour avoir la meilleure offre pour nos consommateurs. Je laisse la parole à Gaëlle pour l'étude. Oui, merci. Donc oui, en effet, comme le disait Olivia, nous avons sorti en début d'année une étude sur les tendances de consommation de demain. Et même après la crise, ces données restent très pertinentes pour dessiner les contours des futurs comportements des consommateurs. On souhaiterait donc profiter de ce webinaire pour la partager avec vous. Donc, sur la slide suivante, depuis 2014, en fait, on publie l'étude How We Shop autour d'un thème particulier chaque année. En 2020, notre rapport s'attache vraiment à décrypter la décennie à venir. Il présente les grandes tendances de consommation de demain grâce à une étude qui dévoile les attentes de plus de 15 000 consommateurs à travers 10 pays européens. La publication de cette étude fait suite au lancement en Europe continentale de la marque Westfield, qui devient la première marque de centre de shopping de destination au monde. Cette marque a été déployée dans 10 centres de shopping et 2 projets en développement l'année dernière, comme vous avez dû le voir passer dans la presse et avec le rebranding de nos centres. La slide suivante, du coup, cette étude confirme vraiment la montée en puissance de l'expérience comme une dimension clé du commerce physique et identifie 5 tendances majeures appelées à structurer le shopping au cours des 10 prochaines années. Donc la première tendance, c'est la tendance Upside Down Retail, ou le shopping sensation. La deuxième tendance, c'est anti-prescription, ou le shopping libéré. La troisième tendance, c'est Self-Sustaining Stores, ou le shopping autonome et durable. La quatrième tendance, c'est Retail Surgery, ou le shopping scientifique. Et enfin, Locally Morte, ou le shopping en circuit court. Donc ici, on ne va pas vraiment avoir le temps de développer chacune de ces tendances de manière très approfondie,
mais je vais vous présenter les principaux enseignements par tendance. Mais si ça vous intéresse, on pourra bien sûr venir vous présenter cette étude de manière plus complète ou vous l'envoyer. N'hésitez pas à nous le dire en tous les cas si vous souhaitez qu'on s'en reparle un peu plus tard. Voilà. Donc la première tendance dont je vais vous parler, c'est l'Upside Down Retail, qu'on pourrait reformuler en disant « Faites-moi vivre une expérience ». L'importance croissante de l'expérience transforme aujourd'hui profondément le commerce et ce phénomène devrait encore s'accélérer. 2025 apparaît comme une année charnière puisque près de 60% des consommateurs interrogés estiment que plus de la moitié des surfaces commerciales seront dédiées aux expériences à partir de 2025 et 3/4 d'entre eux s'attendent à ce que ce point de bascule survienne au plus tard d'ici 2027. Donc vraiment, l'expérience va prendre un rôle très important dans les boutiques dans les 5 à 7 prochaines années à venir. D'ailleurs, 81% des consommateurs sont prêts à dépenser plus pour vivre des expériences, ces expériences pouvant notamment être liées à de la créativité, à la santé ou encore au gaming. 42% des consommateurs européens et près de la moitié des consommateurs français souhaitent davantage d'expériences créatives en magasin, qu'il s'agisse par exemple de studios pour créer leurs propres podcasts ou d'espaces dédiés aux jeux vidéo ou à la réalité virtuelle. Les marques devront donc développer davantage leur expérience en magasin pour convaincre et attirer les consommateurs. La deuxième tendance, du coup, c'est anti-prescription, qu'on pourrait reformuler en disant « ne me dictez plus mes choix ». Malgré l'automatisation croissante de la vie quotidienne, les consommateurs souhaitent avoir le sentiment de contrôler les décisions de consommation. Et cette tendance se ressent particulièrement sur les achats en ligne. Il y a 56% des consommateurs européens qui se déclarent insatisfaits des recommandations qui leur sont faites lors de leurs achats en ligne et qui, de fait, limitent leur choix. Les consommateurs souhaitent vraiment être libres dans leurs décisions d'achat et pouvoir choisir parmi un large éventail de produits. Cette tendance souligne réellement l'importance de la connaissance du client pour ne pas frustrer le consommateur et le limiter dans ses choix. En parallèle, 4 consommateurs sur 5 déclarent apprécier l'ambiance dans les lieux de commerce physique qui est considérée comme plus libre. Ainsi, de plus en plus de marques en ligne ouvrent des points de vente physiques afin de renforcer la relation avec leurs clients. L'étude dévoile également le nom de marques en ligne dont les consommateurs souhaiteraient qu'elles ouvrent des boutiques. Il y a notamment 47% des consommateurs qui aimeraient bien se rendre dans un magasin Netflix et 33% dans un magasin Spotify. La troisième tendance de consommation, c'est self-sustaining store, que l'on pourrait reformuler « partager mes éco-convictions ». La prise de conscience rapide des enjeux environnementaux a conduit un nombre croissant de consommateurs à exiger des enseignes un engagement déterminé pour réduire leur empreinte écologique. Selon l'étude, les consommateurs à travers l'Europe attendent des magasins du futur qu'ils soient réellement autosuffisants. Il n'y a pas moins de 71% des consommateurs qui souhaitent que les marques fabriquent leurs produits sur place pour minimiser les déchets dans une logique de magasin atelier. Ils sont même 60% à vouloir que les plastiques à usage unique soient interdits. Le magasin autosuffisant de demain pourra abriter par exemple des jardins sur les toits pour cultiver des ingrédients de base, héberger un centre d'impression 3D ou encore un studio permettant aux équipes de design de créer des produits à la demande. Les clients bénéficieront de solutions d'emballage zéro déchet en magasin et pourront même payer grâce à des programmes à points qui récompenseront leurs pratiques positives en matière d'environnement. La location de produits est également une solution attractive pour les consommateurs européens. 45% d'entre eux souhaitent louer certains produits plutôt que de les acheter, donc c'est une tendance vraiment de fond qui se dessine. Parmi les produits susceptibles d'être proposés à la location, on retrouve notamment le secteur des transports, avec notamment les voitures ou les scooters, mais également l'équipement de la maison, la mode ou la beauté. Ces transformations requièrent vraiment des changements structurels importants pour les grandes entreprises, et ce seront plutôt les jeunes pousses ou les start-up qui sont plus petites et agiles, qui seront susceptibles de mener cette transformation, incitant les plus grandes entreprises à leur emboîter le pas. La quatrième tendance, du coup, ça va être Retail Surgery, qu'on pourrait reformuler sur « connaissez-moi sur le bout des doigts ». Donc, dans la prochaine décennie, les enseignes seront en mesure de diagnostiquer précisément ce dont un client a besoin en se fondant sur des faits plutôt que sur des hypothèses. Plus de la moitié des consommateurs attendent des enseignes qu'elles proposent une consultation ou un échange personnalisé, afin d'identifier le produit idéal pour eux. Les enseignes pourront prescrire des solutions scientifiques, personnalisées et précises. Il y a près d'un tiers des consommateurs européens qui déclarent être prêts à partager des données de santé pour obtenir des produits ou des services répondant à leurs besoins, ce qui est une véritable transformation par rapport à ce qui était fait jusqu'à présent, notamment sur des données aussi personnelles. La data sera donc au centre de nos activations, particulièrement si elle permet de créer des produits entièrement personnalisés. Et enfin, la cinquième tendance et dernière tendance du coup de cette étude, c'est le localymorphe, que l'on pourrait reformuler « rassemblez-moi, rassemblez-nous ». Les lieux de commerce se transforment aujourd'hui sur l'influence de leur environnement, façonné par les populations auxquelles ils s'adressent.
Près de la moitié des consommateurs souhaitent aujourd'hui fortement se rapprocher de leur communauté locale et 7 consommateurs sur 10 indiquent que les lieux de commerce de demain devraient refléter leur population environnante. Plus de la moitié des clients préféreraient voir des marques locales plutôt qu'internationales dans les commerces de demain. 31% des personnes interrogées déclarent souhaiter davantage d'expériences locales comme la vente de produits par des agriculteurs de proximité, ce qui a d'ailleurs été accéléré par la crise du Covid puisqu'on a tous pu constater que c'était des demandes qui étaient formulées quasiment quotidiennement. L'ancrage local va vraiment donc apparaître comme une tendance de fond à prendre en compte pour les marques dans les décennies à venir. Voilà pour ce qui est l'essence de cette étude sur les futures tendances de la consommation. Comme je vous le disais, on peut vous envoyer l'étude complète si vous le souhaitez ou venir vous la présenter dans les prochaines semaines ou prochains mois. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse. On va maintenant passer aux questions-réponses et donc je relaisse la main à Jérôme qui va regarder tout ça avec vous et voir comment on peut vous aider sur les questions que vous avez posées. Merci Gaël. Alors comme on a un petit peu dépassé le timing qu'on s'était fixé, on va prendre qu'une seule question et on sera ravis évidemment de pouvoir répondre à celles que vous pourrez nous envoyer par mail ou en réaction, en replay, qu'on mettra aussi en ligne de cette conférence pour ceux qui auront éventuellement raté le début. Alors on va prendre la question autour du cinéma. On nous a posé la question de savoir s'il y allait y avoir un avenir pour le cinéma dans les centres commerciaux. Alors évidemment la réponse est oui. Ce qu'on peut dire, je laisserai Olivia s'exprimer bien sûr sur la partie plus configuration et ce qui va se passer concrètement dans les centres commerciaux. Ce qu'on peut dire d'un point de vue plus marketing en tout cas, c'est qu'il y a indéniablement une envie de cinéma qu'on voit apparaître. Nous, on monitore de façon très précise sur les réseaux sociaux, les grandes tendances, etc. Et on voit bien qu'il y a cette envie de cinéma qui est corroborée par les chiffres. On a aussi quelques indices comme par exemple, suite à la réouverture des cinémas qui a été autorisée et donc à partir du 22 juin, on voit qu'il y a certains producteurs qui avaient coupé la diffusion de leurs films en mars, qui vont la reprendre en juin, et certains d'entre eux vont même ajouter plus de copies en juin qu'ils en avaient en mars. C'est-à-dire que en fait, leur business plan, puisque c'est comme ça que ça marche dans le monde du cinéma, qui se base sur un nombre de copies distribuées en salle, a en fait augmenté entre mars et juin. Donc là, en l'occurrence, je vous parle d'un exemple très précis qui est le film La Bonne Épouse, dont le succès avait été assez intéressant en début mars, puis coupé dans son élan par le Covid. Là, les producteurs sont confiants et mettent plus de copies en salle qu'il y en avait en mars. Donc on a comme ça quelques indices qui nous montrent que cette envie de cinéma, elle existe toujours. La France est un grand pays de cinéma et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Et je laisse évidemment Olivia nous préciser la configuration sanitaire évidemment très stricte qui aura lieu dans les centres Unibail. Alors, non, pour compléter ce que dit Jérôme, je pense effectivement un avenir pour les cinémas dans les centres commerciaux. Déjà, comme le disait Jérôme, on est le pays où les gens vont le plus au cinéma. Ça a été un des plus gros manques pendant le confinement, cité dans toutes les études qu'on a pu voir, de ne pas pouvoir aller au cinéma. Donc, on a tous hâte d'y retourner, bien sûr. Et aussi avec les plus gros cinémas qui sont présents dans certains de nos centres ou d'autres centres. Mais on peut parler quand même du cinéma des Halles, qui est le plus gros cinéma du monde, donc avec le nombre d'entrées le plus important depuis plusieurs années. Donc, je pense qu'il y a un avenir certain pour ces gros cinémas qui ont su, du coup, créer toute une communauté aussi d'adeptes du cinéma dans leur zone de chalandise. On a aussi dans nos centres tous les derniers concepts des cinémas qui ont pu rouvrir. Donc, ça peut être effectivement à Carré-Sénart, où on a un super concept, à Vélizy 2, du coup, dans la Dex. Donc, aujourd'hui, on a déjà les meilleurs environnements cinématographiques pour recevoir du public. Alors, bien sûr, les mesures vont être strictes et je pense que du coup, ça va prendre aussi, ça va être, comme on disait, un retour à la normale qui va être progressif. Donc, bien sûr, les opérateurs vont mettre en place les mesures de sécurité nécessaires pour que nos visiteurs se sentent en sécurité comme ils le sont dans les centres commerciaux. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a plutôt été un pari réussi sur les centres commerciaux et je ne doute pas que pour l'ouverture des cinémas le 22 juin, on sera tous en ordre de bataille pour que ça soit fait au mieux pour les accueillir. Parfait, merci beaucoup Olivia. Je pense qu'on a atteint le timing qu'on s'était fixé. Vous avez nos contacts en images et puis de toute façon on est tous disponibles sur LinkedIn si vous avez des questions complémentaires. Et puis on a été ravis de vous présenter ce webinaire et je vous souhaite donc une très bonne fin de journée.